L'air de rien, t'as aussi un parcours qui est propre à toi. Et c'est là que je suis tombé sur cette fille bizarre qui était Florence Torta. Pas mal avoir son premier contrat alors qu'on est encore étudiant, etc. Ouais, j'étais pas payé. Mais pour moi, c'était quand même la plus belle chose de l'univers. X-Men ou Spider-Man? Oh mon Dieu. Papa ou maman, il me fait. Et là, en pleine conférence, c'est bien qui fait. Et on a en exclu les premières pages de la BD Noob. Il y avait rien qui était signé. On était là avec Flo, on était en train de se briser en deux. Je fais, mais Fabien, qu'est-ce que tu fais? mais... Ce matin, on a fait une première interview. Ouais. Là, cet après-midi, on enchaîne avec une deuxième. Vous avez fait beaucoup d'albums en commun. Ouais. Mais avec Flo, ouais. Avec Flo, bien sûr. Mais l'air de rien, t'as aussi un parcours qui est propre à toi. Et donc là, ce qu'on va s'intéresser un peu à ton parcours, un peu à ton histoire. Philippe, d'où viens-tu? Alors, d'où je viens, je suis né à Marseille, j'ai grandi là-bas. Je suis parti, quand j'ai eu 19 ans, que j'ai eu mon bac, je suis parti à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence pour y faire un diplôme d'art plastique et un DU de japonais. Ok. Et c'est là que je suis tombé sur cette fille bizarre qui était Florence Torta. Où, coïncidence amusante, donc on était dans le même cursus d'art plastique. Okay. On s'est retrouvés à faire la queue ensemble, on était les deux premiers à faire la queue le matin pour choisir nos options et faire son emploi du temps. Parce que tu sais, quand t'es étudiant, t'es genre, bon, ok, si je peux me décaler le vendredi, dégager le vendredi, c'est bien. Le lundi, si j'ai pas cours, c'est bien. Enfin, Flo choisissait vraiment ses matières parce qu'elle aimait ça. Moi, je choisissais les matières parce que je voulais glander. Pour l'emploi du temps. Voilà, et pour faire de la BD à côté. Parce que ça a toujours été ça pour moi. Ah ouais? Donc voilà, des gens on se rencontrent là, comme on est les premiers, on discute et tout. Et après commencent les premiers cours de japonais, j'arrive, et qui je retrouve encore? Cette fille-là. On s'assoit tous les deux au fond de la classe, je sors ma trousse, j'avais une trousse You're Under Arrest, donc un manga des années 90, okay. Et elle avait une trousse Yu Yu Hakusho. Donc on s'est regardé, on fait ah. Et en fait voilà, c'est parti de là, donc on s'est plus quitté. Et pendant l'année, on a rencontré donc d'autres potes dans la même section qui faisaient du dessin aussi. Ouais. Et Flo avait des fanzines français, notamment My City d'Aurore qui maintenant fait les affiches pour Japan Expo. Ouais. Voilà. Et elle m'avait montré ça et on s'était dit mais c'est génial, faut qu'on fasse aussi du fanzine, voilà. Et avec donc nos potes qu'on a rencontrés, on s'est lancé dans ce délire, Dream On. voilà, avec le fanzine Dream On. C'est moi qui avais trouvé le nom. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Enfin, tous les autres dessinateurs se sont foutus de ma gueule en disant ah là là, ce que t'es quand même pas romantique, mais t'es un peu tu es un grand rêveur et tout. Moi, je suis foutu de ma gueule quoi. Mais bon, on a quand même tenu, je crois 3 ans, un truc comme ça. Et sachant que c'était moi le rédac chef et que j'étais très emmerdant. Ah ouais? Donc pourquoi j'ai des potes qui à la fin n'étaient plus mes potes parce que je voulais qu'on sorte un numéro tous les 2 mois. Et c'est serré. Et on a réussi. Okay. Et on a réussi, mais il y a des fois où ils étaient pas contents parce que j'étais là, t'as fait tes pages. Et c'était toi le mec relou? Ouais, j'étais clairement le mec relou. Et ce qui est triste, c'est que j'avais pas à forcer pour ça. Non, c'est comme je suis un maniaque, j'ai toujours été un maniaque du planning, un peu psychorigide, tout ça. Et je me c'est marrant parce que c'est pas ce que Flo a dit ce matin, c'est complètement ce qu'elle a dit ce matin, que t'étais très fort sur le planning. J'ai un peu un problème sur ça, mais depuis que je suis petit. Ah ouais. Ouais. Je suis petit. Ouais, je suis maniaque, voilà. Quand je sortais de l'école, il y avait telle heure pour faire les devoirs et tout. Je sais pas si ça vient de là, c'est pas glorieux, mais c'est aussi parce que à telle heure, il y avait un dessin animé, tu vois. Par exemple, je rentrais de l'école, à telle heure, il y avait les Chevaliers du Zodiaque, fallait pas le rater. Après, il y avait je sais plus quelle série pourrie, c'est bon, on peut faire les devoirs. Après, il y avait Juliette je t'aime, parce que j'ai toujours aimé les comédies romantiques. Et voilà, et c'est toujours été un peu ça, parce que j'avais aussi des parents qui me disaient faut que tu bosses, faut que tu fasses tes machins, faut que tu fasses tes trucs. Ils étaient pas trop chiants, ils étaient pas trop relous avec moi, mais ils me faisaient comprendre quand même qu'il fallait que... Ils venaient de quel ils avaient quoi comme métier, tes parents? Alors mon père travaillait à la sécu, mais pas il était pas le côté sécu relou, les guichets où tu emmerdes les gens avec de la paperasse et tout. Lui, il était, on va dire, il s'occupait pas super intéressant, mais il s'occupait du service fourniture. En gros, c'est lui qui distribuait les marqueurs aux employés de la sécu. T'as besoin d'un cahier? Alors, tiens, fais-moi un bon... C'est lui en fait qui faisait faire de la paperasse au mec de la sécu. Ça, c'est drôle. Et ma mère a commencé, sachant que les deux n'avaient pas le bac, ils avaient, je sais plus comment on appelait ça à l'époque,
Je crois que ça s'appelait le certificat, un truc comme ça, certificat d'études, je crois. Enfin bon, bref. Ma mère a commencé comme secrétaire dans un bureau et elle a monté petit à petit les échelons et elle est devenue comptable de la boîte, sachant qu'elle avait pas la formation pour ça et tout. C'est pas mal. Ouais. Non, c'était quand même bien. Donc ouais, et c'est pour ça aussi, du coup, qu'il tenait vraiment à ce que j'ai mon bac. Ok. Il voulait pas forcément que je fasse des études de fou, mais c'était passe ton bac. Parce que j'ai un frère aîné qui lui, là, il s'est arrêté avant pour faire le lycée hôtelier, il est cuisinier et tout. Et donc j'étais un peu le dernier espoir qu'il y en ait un qui ait le bac, quoi, tu vois. Donc oui, donc ça c'est voilà. Donc j'en étais à Dreamon. C'est ça. Et alors pour te donner un ordre d'idée, ce matin avec Flo, on a découvert toute la partie Sentai School. Ouais. On a pas mal parlé de ça, des complications que vous avez pu avoir et tout. Donc je renvoie pour les personnes qui vont écouter cet épisode à l'épisode de Flo. Je mettrai le lien dans la description. Elle a parlé de la création dans le fanzine. Elle a parlé de la création dans le fanzine. Elle a parlé du fait que ça a été prépublié après dans le dans Coyote. Landfest, dans Coyote. Dans Coyote, pardon, oui. C'était le Landfest, c'était avant, c'est quand vous avez été à l'atelier, etc. Ouais, vous avez fait une page ensemble. C'est ça. Voilà. Ok. Donc on a parlé de tout ça. On a parlé du fait que c'était repris par une maison d'édition qui a pas été honnête dans les droits, que vous avez eu un parcours plus que compliqué pour récupérer Roi. Ouais. C'était hyper intéressant d'ailleurs parce que c'est cool aussi d'avoir ce côté-là et pas toujours l'éditeur il est super, ça se passe bien, enfin tu vois. Non, c'est ça a été très formateur pour nous, on a appris que quand tu signes un contrat, même si t'es jeune et que tu débordes d'enthousiasme, faut faire attention à ce que tu signes. Et clairement nous on n'a pas fait attention. Moi, c'était mon deuxième contrat. C'était quoi ton premier? Mon premier, c'était Le Cœur de Xatim, aux éditions Clair de Lune, donc en 98, je crois. 1998. Et t'étais au dessin? Ouais, dessin, je faisais pas le scénario. Et sachant que ce premier contrat-là, mais là, pour le coup, l'éditeur m'avait pas pris en fourbe, c'était dit, j'étais pas payé. Parce que en fait, il lançait sa maison d'édition. On était deux auteurs avec les premiers albums. Il y avait moi donc sur Xatim et il y avait Laurent Siorac qui faisait, je crois, les Prophéties Halloween, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il fait de la BD historique. Mais il nous avait pas pris en traître. Il avait dit voilà, je lance ma boîte, je peux pas vous payer. Par contre, les droits d'auteur, vous avez un peu plus que le tarif normal et vous touchez dès le premier album vendu. Ok. Bon, ça s'est quasiment pas vendu, donc j'ai dû toucher 3 clopinettes, quoi. Ah, c'est bien, tu vis bien avec 3 clopinettes. Mais non, mais en fait, je l'ai fait parce que je voulais vraiment être publié, ça me faisait une première expérience. Un truc très bête, c'est que c'était pas un projet à moi, donc je l'ai pas bâclé du tout, machin et tout, je me suis donné à 2000, mais je me disais, OK, si je me foire, je me planterai pas sur un truc à moi. Voilà, je fais mes armes sur quelque chose d'autre, parce qu'en tant qu'auteur, on a tous des projets auxquels on tient et tout. Et des fois, il y a plein de jeunes auteurs qui se disent je vais commencer, je vais faire mon truc et tout. Et j'aime bien leur dire, fais-toi la main sur autre chose. Même t'as ta série, tu te dis je vais faire 5, 6 tomes ou j'ai une histoire de fou en 10 tomes. Fais-toi un one shot avant. Fais-toi même une histoire courte et comme ça tu te formes parce que tu verras ce sera encore mieux après. Donc Xatim ça m'a permis donc de me former un peu et j'étais encore étudiant. Donc voilà. C'est pas mal d'avoir son premier contrat alors qu'on est encore étudiant, etc. Moi-même j'y croyais pas, C'est arrivé comment cette histoire? C'est très drôle, à l'époque à Marseille, il y avait un magasin qui s'appelait le Virgin Megastore, que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Virgin aussi, les cartes mobiles. Oui, maintenant je crois qu'ils font du téléphone, mon Dieu. Mais à la base, c'était une marque des années 90, c'était des magasins. C'était un peu l'équivalent de la Fnac, mais en mieux, je trouve. Ah ouais? Ouais. Tu dis ça par nostalgie ou? Non, pas vraiment, parce qu'ils mettaient plus certains produits qui me correspondaient plus en avant et tout. Et alors, truc très bête, à celui de Marseille, au sous-sol, il y avait une salle d'arcade. Et j'avais le lycée pas loin, et donc tous les jours entre midi et 2 avec des potes, on allait jouer à Virtua Racing, à Formula One. Voilà. Et bref, un jour, alors que j'étais en première année de fac, j'ai mon meilleur pote qui passe à ce magasin-là et il y avait une affiche placardée dans le magasin. En plus, vraiment un petit truc, une petite feuille A4 avec marqué éditeur qui lance sa maison d'édition, cherche dessinateurs et projets, écrivez à telle adresse, machin et tout. Et mon pote a appelé. Il a appelé, il a demandé les infos et il m'a dit tiens voilà, il y a un éditeur qui va se lancer. Fallait faire une page d'essai où il y avait un synopsis vraiment très succinct. C'était pour voir un peu comment on allait mettre en page et tout.
Donc j'ai fait une page d'essai, mais sans y croire, tu sais. Je me dis, j'ai 19 ans, je suis en première année de fac, ouais, bon, je me suis quand même bien appliqué. L'éditeur m'a rappelé et il m'a dit, bon, bah écoute, ce que t'as fait, ça me plaît. Est-ce que tu veux faire l'album? J'ai dit oui. Coïncidence très amusante, et c'est là que j'ai commencé à réaliser que le monde est tout petit, et notamment le monde de la BD. Cet éditeur, quand je l'ai vu, je me suis aperçu qu'on se connaissait. Ah ouais? C'est quelqu'un avec qui je prenais des cours de japonais sur Marseille quand j'étais lycéen. En fait, il y avait une asso à Marseille qui donnait des cours en partenariat avec, je crois que c'était avec le consulat du Japon ou la maison de la culture, je sais plus. On était une quinzaine d'élèves, et parmi les élèves, il y avait lui. Et en plus, on avait sympathisé à l'époque parce que, fan de manga, on s'échangeait des mangas en VO, on se passait, putain, je parle d'avant la guerre, mon Dieu. On s'échangeait des VHS. On se faisait des copies de VHS, des chroniques de la guerre de Lodos et tout. À l'époque, le gros truc, il n'y avait pas Internet, ma bonne dame. Ah là là, c'était là, il faisait froid dans la rue. Il y avait des loups. Non, mais j'ai l'air vieux à raconter tout ça. Mais à l'époque, avant Internet, pour être fan de manga, en fait, on se passait des VHS copiés où c'était de la VO à la fois sous-titrée en japonais et en anglais et en chinois. Et en général, il y avait un gars, on sait même pas qui c'était le patient zéro, tu vois, qui avait réussi à avoir cette VHS, et du coup, ça allait de copie en copie en copie. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers films DBZ. J'ai eu Broly, Dragon Ball Z, le Broly en VO non sous-titré, et avec une VHS qui avait tellement été copiée que l'image, elle était en couleur une fois toutes les 10 secondes. Mais pour moi, c'était quand même la plus belle chose de l'univers. J'étais là, mais c'est Dragon Ball en japonais! La première fois que j'ai entendu le vrai générique de Dragon Ball, le Tchala et Tchala, j'en parle, j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Non, vraiment, voilà. Et donc, avec ce gars-là, on s'est rencontrés à cette époque-là, et quand je me suis aperçu que c'était lui l'éditeur, ça a encore plus facilité les choses. Ah ouais? On s'est dit, tiens, on connaît chacun ce qu'on fait, ce qu'on aime et tout. Je savais que lui, il était dans un délire japanime, et que donc, il voulait que la BD ait un petit truc, pas manga, parce qu'à l'époque ça se faisait pas trop, mais ouais, un petit truc en plus, une petite touch en plus, qu'on avait les mêmes refs. Par exemple, c'est une BD médiévale fantastique. Il m'a dit les armures, j'avais fait les premiers designs, et il voyait que j'étais plus inspiré par Senseiya, le Chevalier du Zodiaque, que par des trucs médiévaux, classiques. Donc on avait un peu ce même background, quoi. Ok, je vois. Donc ça, première expérience dans l'édition. Deuxième avec Coyote et Sentai School. Ouais. Et après, tu vas enchaîner. Parce que tu me disais tout à l'heure, t'es... En fait, combien d'albums? D'albums? Je crois que j'ai fait un peu plus de 70 albums. Alors entre-temps, on a fait des bouquins pour enfants. Ok. C'était très drôle. C'était des trucs pour les biscuits Intermarché. Ok. Parce qu'à l'époque, Intermarché avait, je sais pas si ça existe encore, ils avaient leur marque, vraiment leur marque à eux. Marque propre. Ouais, voilà. Et ils avaient une petite mascotte qui était un petit Indien. Je me suis aperçu, moi j'ai découvert ce truc-là, que c'était super populaire. Il y avait un club, ça s'appelait Tumawak. T'avais le club Tumawak et tout. T'as l'impression, tu sais, de rentrer dans une secte. Tu découvres un truc, tu fais mais ce monde existe. Ouais. Et ils avaient un petit magazine gratuit qu'ils envoyaient aux gens, et c'était tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires. D'accord. Et alors là, pour le coup, je me rappelle plus comment je suis tombé sur cette éditrice-là, qui m'a dit, voilà, j'ai un partenariat avec Intermarché, on va faire 3 bouquins pour enfants. Okay. Il y a quelqu'un qui écrit les textes, et ils ont besoin de quelqu'un qui dessine. Alors c'était faire, je sais plus, c'était faire une trentaine de dessins par bouquin. Donc ça a été mon premier vrai chèque d'auteur. C'était tu sais, d'un coup, voilà, pareil, j'étais encore étudiant, et d'un coup tu vois que ton compte en banque est crédité positif, tu fais donc ce que j'ai fait moi, j'ai fait ce qu'aurait fait toute personne sensée. Je suis allé chez mon libraire et j'ai dévalisé le stock de mangas et de VHS et de comics sur X. Ouais, sur X. Ouais, on avait un très bon libraire qui faisait à la fois donc tout ce qui était BD, comics, manga, et qui faisait aussi de la VO en comics, en manga et même en produits dérivés. Donc ce que je disais, t'avais des VHS qui venaient de pays indus, en japonais sous-titré sanskrit, je sais pas, j'invente, mais tu savais qu'il y avait pas trop les droits d'auteur qui avaient été payés dessus, quoi. Je vois. Et donc j'ai eu ce truc là, et après effectivement on a fait Coyote, Sentai School, Serge le hamster de l'enfer dans le magazine Manga Kid. En préparant l'interview,
Ouais. Je suis tombé sur Serge le hamster de l'enfer et je sais pas où je l'ai lu. C'était dans le magazine Manga Kids. Mais même pas là, parce que je pense que ça devait être sur un CDI ou un truc comme ça. Alors, ça a été édité en 3 albums. Mais c'est sûr, je l'ai lu. Et c'était le même éditeur que Sentai School. Ok. Mais qui avait, en fait, moi j'appelle ça l'hydre. C'était un groupe, je veux même pas dire leur nom, qui possédait plusieurs labels. Ok. Et donc on avait un label où il sortait Sentai School, un label où il sortait Serge le hamster de l'enfer, et ils avaient plein de magazines. Donc ils faisaient de tout. Il y avait du magazine BD, manga, des trucs de musique, ils avaient des trucs de hentai. Ah oui, donc très diversifié. Mais que sous des noms différents. Des noms de maisons d'édition différents. Enfin, moi, ça m'a fait très bizarre, en tout cas, en préparant ça, de revoir cette image, parce que tu vois, je m'en rappelais plus du tout. C'est un truc que j'ai dû lire il y a, je sais pas, j'avais quel âge? C'était en 2003. Oui, tu vois, je suis 98. Et on a fait ça 2003 à 2000, c'est facile. On a tout perdu les droits en même temps que Sentai School et Magical Jankenpon, donc c'était 2007 ou 2008. Donc tu vois, j'avais moins de 10 ans. Ouais. Et en préparant l'interview, j'ai eu plein d'images qui me sont revenues en tête. J'étais en mode, ah ouais, mais c'est vrai, ça c'est génial. Ça et tout, là où je suis super content, c'est que on a encore plein de gens maintenant qui nous en parlent et qui demandent à ce que ce soit réédité. Ah ouais? Ouais. Alors on y pense très fort, parce que comme on a fait le crowdfunding pour rééditer Sentai School et que ça a marché, ça a bien marché. Ouais, ça a très bien marché. C'est plutôt une réussite. Là, on demandait 15 000 euros, on a eu 75 000, donc on était contents. Ça a financé le tome 6, donc ouais, on était super contents. Comment t'expliques, ça on l'a pas abordé ce matin, mais comment t'expliques qu'il y a eu un tel succès sur Sentai School? Alors, déjà à l'époque, on se l'expliquait pas, parce que dans le magazine Coyote, ça marchait très bien. On avait beaucoup de retours, il y avait du courrier et tout. Il y avait des fans qui avaient fait un forum Sentai School sur Internet. On a eu beaucoup de chance. On sait pas. Tu sais pas expliquer pourquoi une série a du succès et tout. Je pense que bêtement, on était en résonance avec ce que voulaient lire les gens. Et en tout cas, ce qui fait que ça a eu du succès, on va pas se mentir, c'est la publication en magazine. Ça, c'est un truc qui aide énormément, qui a plus trop maintenant, hélas. Le fait que tous les 2 mois ou tous les mois, les gens, ils avaient leur rendez-vous. Ils savaient qu'il allait y avoir leurs épisodes de Sentai School régulièrement et tout. Et il y avait même des gens qui nous disaient, nous ça nous faisait plaisir, qui disaient « Ah mais j'achète le magazine que pour Sentai School ». Ça paraît un peu prétentieux, mais enfin voilà, il y avait des gens qui nous... T'étais devenu vecteur d'achat. Ouais. Et à tel point, justement, que nous, on n'avait même pas prévu que ce soit en album. On n'y croyait pas. Déjà que ce soit en magazine, c'était inespéré. Et c'est quelqu'un chez l'éditeur qui, pour le coup, était sympa, qui est pas resté longtemps d'ailleurs, qui s'appelait Mode, et qui a dit, mais il y en a marre, Sentai School, on a plein de courriers, je comprends pas pourquoi on n'en fait pas un album, et qui est allé voir l'éditeur, le directeur de collection, qui a dit, faut en faire un bouquin. Et merci Mode. Ouais, non, c'était ouais. Sentai School, on a eu plein de gens qui nous ont aidés comme ça, des petits coups de pouce. Je sais pas si Flo en a parlé de Gérald Galliano, qui en fait, quand Sentai School s'appelait l'école des héros, que c'était un fanzine, on faisait beaucoup de conventions. Et notamment le cartooniste à Toulon, qui est la première convention manga en France. Et on avait rencontré plusieurs personnes, et notamment Gérald, qui s'occupait de l'association Mélusine, qui existe encore, qui était là pour promouvoir les auteurs de fanzines. C'était des passionnés qui relayaient le travail d'autres passionnés et qui prenaient leurs fanzines dans des conventions où les auteurs pouvaient pas aller et qui les vendaient, voilà. Et on l'a rencontré, on a sympathisé, c'est quelqu'un qui est génial. On est encore potes d'ailleurs. Quelques années plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, il m'appelle un dimanche soir et il fait voilà, j'ai rencontré des gens, ils font un magazine, ils vont faire un magazine qui s'appelle Coyote. Ils cherchent des BD manga. Je leur ai montré l'école des héros. Parfait. Et waouh, il me fait ouais, ça leur a plu. Faudrait que tu leur montres des trucs. Est-ce que tu peux? Je fais mais oui. Il fait, c'est pour demain. Je fais mais non. C'est le truc habituel dans le milieu de l'édition. Hein. Ça, je pense que tous les auteurs que t'as rencontrés. Tu me dis ok, le nom me dit quelque chose. Flo en a parlé, je crois, ce matin. Donc bon, ouais, donc voilà, donc je peux revenir. J'arrête ma digression et ouais, donc donc j'en reviens à Mode, qui donc a dit ce serait bien de faire un album. Et c'est ça qui a vraiment propulsé Sentai. Non, à l'époque, je m'en suis rendu compte après coup. Déjà sur le moment, on s'en rendait un peu compte et j'en suis rendu compte après. Ça a marché très bien. Le truc, c'est qu'on n'a jamais eu de vrais chiffres de vente. Ouais. Puisqu'on s'est bien fait enfler. On n'a jamais eu de droit d'auteur. Mais je voyais que la série était régulièrement réimprimée quand même.
Puis c'est ouf quand même que quand vous avez récupéré les droits, il y a eu ce petit mot à signer de vous portez pas plainte. C'est ça. Tu dis quand ils t'envoient un message où ils disent on vous rend les droits mais vous demandez aucun droit d'auteur, on s'est dit ça devait pas être 500 balles. Ouais. Je pense pas du tout que c'était 100 000 euros ou même 20 000 ou mais je sais pas quoi. Mais c'était un chèque qui était mais à mon avis appréciable. Okay. Je pense, on le saura jamais, je veux pas le savoir. J'étais tellement content. Non mais surtout on était tellement content de récupérer les droits. C'était une bataille de tellement d'années. Flo et moi, on se rejoint, c'est qu'on n'est pas trop dans le fric et se dire, on est content de pouvoir en vivre. Hein. Ça, on va pas le faire pour que dalle. Mais on n'est pas là à dire, il faut absolument qu'on gagne 20 millions d'euros. Et on a conscience qu'on fait de la BD, on sera jamais millionnaire. Mais tant qu'on peut en vivre, on est content. Et bref, on s'est dit, entre emmerder un éditeur pour avoir une somme qu'on connaîtra jamais et ça va durer des années, ou récupérer nos droits et faire ce qu'on veut de la série. Le choix est vite fait. Ouais, le papier qu'ils nous ont envoyé, je sais pas si Flo l'a dit, c'était une pauvre feuille A4 toute pourrie. Je l'ai lu 10 fois avant de la signer et mes limites, presque je pleurais en fait de joie. Enfin, c'était un truc de fou. Ouais. Voilà, donc parce que c'était la première série vraie série en fait. Ouais. Ah oui, et puis c'est vraiment notre bébé à Flo, elle a dû le raconter aussi comment on a créé ça. Vraiment, on était étudiants, c'est notre délire à nous, on l'avait lancé dans le fanzine. Ça, et puis vous pouvez tout vous permettre dedans, etc. Ouais. Et justement, moi, il y a pas mal de sujets que je veux aborder avec toi parce que t'as fait aussi pas mal de travaux pour des grosses licences, des licences qui existaient déjà sur lesquelles t'as été dessinateur. Ouais. Je pense, tu l'as dit dans une autre interview, je pense pas qu'elle soit si vieille que ça, elle doit dater de 2023, où tu disais justement que le fait d'avoir Sentai School à côté ou une autre histoire à côté des travails de commande que tu peux avoir, ça te permettait d'avoir un équilibre, et je trouve ça assez cool. Et justement, en parlant des travails de commande que t'as fait, il y en a eu des gros. Ouais, mais c'est pareil, quand tu te lances sur un projet, tu sais pas du tout l'impact que ça va avoir. C'est donc en 2006, Flo, on essayait de placer des projets à droite à gauche, en plus de Sentai, et on faisait déjà Sentai School et Serge, mais on sentait pas qu'on était sur la fin, mais ça devenait de plus en plus compliqué avec l'éditeur, alors que les séries marchaient. Je dis les séries marchaient parce qu'on n'a jamais vraiment eu de relevé de vente, mais tous les festivals qu'on a fait, on avait toujours énormément de monde en dédicace. Ça, pour moi, c'est révélateur et j'étais super content. C'est le truc, c'est inespéré. T'arrives, justement, j'ai fait des festivals pour le cœur de Xatim où je restais toute la journée à rien foutre. Il y avait personne et finalement, peut-être j'avais une personne dans la journée qui venait demander une dédicace parce que je sais pas, elle devait avoir pitié. Mais voilà, et sur Sentai et Serge, on a toujours eu du monde. Ouais. Mais 2006, on essayait de placer d'autres projets, notamment pour moi Magical Jankenpon, et je suis allé chez Soleil et je le montre et il me fait non, ça m'intéresse pas et tout, mais sinon on a ça, et j'ai senti en fait que de base même si je lui avais présenté Black Sad ou One Piece, il en aurait rien à foutre. Il aurait pas eu il avait son idée en tête. Voilà, il voulait et il m'explique on lance une nouvelle collection. Ça va être que des BD jeunesse et dedans on va avoir un truc qui va être l'adaptation d'un dessin animé qui sort l'année prochaine. Ça s'appelle Foot de rue. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je fais, oui, je suis pas fan de foot à la base, mais je suis fan de Captain Tsubasa, Olivier Tom. Donc, si j'ai moyen, ouais. Et puis, c'est ce que je dis à chaque fois, faut pas se fermer la porte. Un éditeur te propose du travail, tu dis pas non. Faut pas signer n'importe quoi. Mais tu dis oui, ça peut m'intéresser. L'idée, voilà, sans dire oui obligatoirement, parce qu'il faut pas non plus faire le mort de faim. Tu dis ouais, ça peut être bien. Je vais y réfléchir et tout, parce que moi si j'avais dit non à foot, si ce jour-là j'avais fait le gars, non, je viens de présenter Magical Jankenpon, je veux que tu fasses ça, si tu le veux pas, non, moi c'est ça ou rien. Et si j'avais dit non à foot de rue, ça aurait changé ma vie. Et ouais, le truc c'est que donc on se lance sur Foot de rue. J'ai quand même fait des pages d'essai pour que ce soit validé par le studio d'animation. Le truc qui a bien fait Soleil à l'époque, c'est que on a commencé à faire les albums avant que la série sorte à la télé. D'accord. Pour que justement le tome 1 est sorti en même temps que la série est passée sur France 3. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas su ce qui s'est passé. C'est encore une fois, c'est l'alignement des planètes, c'est des trucs que tu peux pas prédire. Ça a été un carton de fou. Le dessin animé est un méga carton et la BD est sachant que des fois, j'ai rencontré d'autres auteurs qui ont travaillé sur des adaptations BD de gros dessins animés qui ont eu du succès et les BD marchaient pas. Et là, je sais pas pourquoi. Et ça a fait qu'au début, on devait faire que 3 tomes et on en a fait plus de 20. Et toi, en plus, tu viens de Marseille. Ouais.
Et donc il y a des vrais refs, hein, enfin. Ouais, il y avait des trucs très drôles parce que la BD ça se passe à Port-Marie, qui est une ville fictive et c'est un mix de Marseille et Toulon, mais bon c'est dans le sud, donc oui forcément au niveau de dessiner certains bâtiments, certains quartiers et tout. Et c'est sûr que si ça s'était passé dans le nord de la France, j'aurais eu un peu plus de mal. Même si bon, j'avais quand même le dessin animé et la bible graphique pour m'aider. Bien sûr. Et justement, quand tu fais foot de rue, à côté tu fais Sentai School aussi. Ouais. Et Serge Lamster aussi. Ouais. Et tu voulais en plus de ça proposer Magical. J'ai un problème, c'est que moi je veux faire beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de temps dans une vie. Mais comment tu faisais? J'ai jamais beaucoup dormi, je pense. Ah ouais. Comme je dis à chaque fois en rigolant, on me dit comment on fait pour être de la BD. J'ai dit moi j'ai fait une ablation de la vie sociale. C'est-à-dire que j'ai très peu de vie sociale, mais bon, je suis un peu un ours de toute façon. Je sors pas, mais j'ai jamais aimé. C'est-à-dire que sortir, aller dans un bar, aller au resto, même au ciné, ça me saoule un peu. Ouais. Je préfère rester chez moi et soit dessiner, soit même les rares fois où je peux me reposer, je préfère le faire chez moi, tu vois. J'ai très peu de potes, mais c'est des potes auxquels je tiens vraiment. Je suis pas le gars, tu sais, qui va sortir, qui va sociabiliser avec tout le monde et tout, genre tout le monde est formidable et tout, tu passes des soirées dans des bars ou machin. Non, voilà, je préfère mon truc tranquille. C'est ça qui me permettait aussi je bossais toute la journée. Et même maintenant aussi, je bosse toute la journée. Mes seuls moments, on va dire, de récréation, c'est le matin, l'après-midi, je sors le chien et quand je peux, je vais à la salle de sport. Ouais. Voilà. Et même des fois ça passe un peu à l'as à cause du boulot. Et à cause des mecs qui viennent faire les interviews. Ouais, non, mais ça va encore. Ça va en légère. Au bout d'un moment, on les fout par la fenêtre. Ah ouais, ok, rassurant. On est qu'au 6e. Ouais, voilà, ça va. Et non, après foot de rue, à l'époque, je me suis fait aider, enfin même plus qu'aider. J'avais un collaborateur qui s'appelle Eric, qui était un très bon pote à moi à l'époque et dessinateur aussi. Je lui ai demandé de m'aider, il a fait l'ancrage. Ok. Voilà, à partir du tome 4, c'est lui qui a fait l'ancrage des bouquins. Sachant qu'il y avait aussi, c'était chez Soleil du coup, foot de rue. Oui. Soleil avait aussi embauché des scénaristes, je crois, pour faire la BD. Oui, je travaillais avec un scénariste qui s'appelait Mathieu Mariol. Ok. Ah, ok, ouais. Je vois très bien. Donc vous étiez qui adaptait, mais il partait du script du dessin animé. Il y a certains tomes où il a pu rajouter quelques scènes inédites. Mais après, le studio nous a fait comprendre que c'était bien quand même de cadrer avec l'animé. Et ça dure combien de temps cette aventure foot de rue? Foot de rue, ça a duré jusqu'en 2014. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Ah ouais. Alors c'est facile. Je suis nul en foot. Ça s'est arrêté l'année de la Coupe du Monde au Brésil. Je crois que c'est 2014, si je dis pas de bêtises. L'Euro c'est 2016, donc ouais. Et je le sais parce que on a fait le dernier tome qu'on ait fait, c'est un tome spécial. Pour le coup, c'était une histoire inédite. Par rapport au dessin animé, ça se passe après la fin du dessin animé et c'est les héros qui vont au Brésil pour la Coupe du Monde. Et foot de rue, c'est un style graphique assez particulier. Ouais, c'est un vrai travail d'adaptation de ton côté. Oui, ouais. Mais ça c'est pareil, ça me dérange pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. M'adapter au projet. De toute façon, j'essaye en général de faire en sorte que les projets que je fais aient une identité différente quand je peux. Par exemple, là, quand je fais Sentai School et le blog de Gaïa, c'est deux styles de dessin totalement différents. Et foot de rue, ça me permettait d'essayer un truc aussi différent. Voilà, moi un de mes credos, c'est, comme je disais, faut pas fermer la porte, faut rester ouvert, faut expérimenter le plus de trucs. Rester buté sur son non, je veux que ce soit comme ça, moi je veux faire ça, c'est mon œuvre, c'est ma vie, je suis un auteur. Non, on peut être un auteur et justement, on se développe en tant qu'auteur quand on fait plein de trucs. Et là, foot de rue, on m'a amené cette bible graphique qui était intéressante, en plus, qui m'a vraiment stylé, plu. La patte graphique. C'est ça, la chance que j'ai eue, je le dis tout le temps, je le dis encore maintenant, parce que je le pense, c'est que j'ai eu ça a cartonné avec foot de rue, mais en plus, c'est un projet qui me plaisait vraiment. C'est-à-dire que la série, ils m'ont filé les DVD, j'ai vu les épisodes plusieurs fois et tout, j'ai vu plusieurs fois la série, et je comprenais quand même un peu pourquoi elle avait du succès, parce que c'était une bonne série. Et tu vois, une série comme ça, puisqu'on peut dire que t'étais encore en début de carrière à ce moment-là, au début de foot de rue. Ça faisait 5 ans à peu près que je faisais... Oh non, 6 ans. Ok. Ça reste... Mais oui, mais c'était mon premier vrai gros contrat parce que Xatim, c'était Clair de Lune, c'était un tout petit truc. Après Sentai School et Serge, ça restait quand même un éditeur très moyen. Je parle en termes de taille. Et oui, même si ça se vendait bien, comme je disais, on n'a jamais eu de droit. Et c'est vrai que foot de rue, ça a été mon premier gros contrat chez Soleil. Et sachant que moi, donc,
enfant du sud de la France, de Marseille, Soleil, c'est l'éditeur de Toulon. Ouais. Et c'est la maison d'édition que j'ai vu grandir. Ça s'est créé à la fin des années 80, je crois. Ouais. Mais ça a explosé dans les années 90. Donc quand moi j'étais ado, et c'était un peu le truc. Je me disais, je veux signer chez Soleil, tu vois. Et quand on m'a proposé Foot de rue, j'étais à bloc. Est-ce qu'une licence comme ça qui marche autant, ça rassure pour la suite? Bah c'est sûr que ça aide parce que de voir des droits d'auteur qui tombent, c'est sûr que ça rassure. Ouais. Ça permet de mettre de côté. J'ai mis énormément de côté, ce qui m'a aidé dans pas mal de périodes où j'ai eu des creux. Déjà quand la série s'est arrêtée. Moi, je suis stressé. Je suis un anxieux de base. Et si je fais aussi beaucoup de trucs, c'est parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Et Foot de rue, à chaque fois, je me disais, c'est cool, je fais un tome, ça marche, mais peut-être que ça va s'arrêter, qu'il y aura pas le tome d'après et tout. J'ai toujours cette peur-là. Ah ouais. Ça, même maintenant, je fais les légendaires, je suis tellement heureux de faire cette série parce que c'est un univers qui me plaît, mais je me dis, peut-être qu'au tome d'après, on va me dire, non, il y en a pas. J'ai toujours cette appréhension-là. Le seul truc que j'ai eu l'année dernière, ils m'ont fait signer d'un coup le tome 7 et le tome 8. Ok. Le tome 8 qui est pas sorti encore. Non, je le commence à peine. Ah ouais, okay. Le tome 7, je l'ai fini, il sort en août, août-septembre 2024. Ah non, et le tome 8, c'est au printemps 2025. Et c'est pareil, c'est une adaptation du dessin animé des légendaires. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est Patrick qui réécrit pour la BD ou? Alors, les scripts du dessin animé, je sais pas si c'est des idées de Patrick. Mais moi, en tout cas, on m'a donné les scripts du dessin animé que je réadapte. Ok, donc c'est toi qui fais ce travail d'adaptation. Je fais une adaptation en storyboard que je soumets à Patrick. D'accord. Ça, par contre, tout est validé par Patrick. Et lui, il fait les corrections. Ok. Voilà. Et vous aviez déjà travaillé ensemble avec Patrick? Non. Avant ça? Non, c'est ça qui est rigolo, c'est que avec Patrick, on se connaît depuis qu'il a lancé les légendaires. Oula, ça remonte à 2005? Ouais, je crois que c'est ça. Et même, c'est très drôle, c'était même avant. Je me rappelle, on faisait une dédicace à Paris avec Flo pour Sentai School, à Album Manga. On a vu ce type-là débarquer, qui nous demande une dédicace, qui fait, voilà, moi, j'ai un projet de BD que j'aimerais vraiment éditer et tout. Et il nous avait montré, un petit book avec des photocopies des légendaires dedans, en avant-première, quoi. Ouais. Ah ouais, ça a l'air cool et tout, machin. Et quand on a vu la BD sortir, on était vraiment content pour lui. Ah ouais, ça a eu quel succès, les légendaires. Ouais, quel succès. C'est un truc de fou. J'admets, au début, moi, je les lisais pas parce que, en fait, je me disais, c'est pas pour moi. Je me disais, c'est de la BD, jeunesse, mais qui me correspond pas. Et je mettais pas du tout en cause la qualité, mais bon. Et c'est justement à force de voir la série grimper, de prendre du level comme ça. Ah ouais. Et en dédicace, en fait, moi, je me base vachement sur ça. Quand je vois la foule en dédicace, et surtout les gamins. Parce que quand j'ai vu genre une trentaine de gamins qui faisaient la queue en dédicace et tout, tu dis des gamins, tu peux pas les forcer à faire ça. Tu peux pas forcer un gamin à faire 2-3 heures de queue pour avoir une dédicace. C'est qu'ils le veulent vraiment. Et donc, je me suis intéressé à la série et j'avais un pote qui m'en parlait depuis longtemps, qui avait les 15 premiers tomes et qui m'a dit, ouais, tu devrais essayer. Et j'étais le week-end chez lui, je fais, ouais, allez. Et en fait, dans le week-end, j'ai lu tous les tomes qu'il avait. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est bien. Et j'ai compris pourquoi c'était bien, pourquoi ça plaisait aux gamins, parce que c'est un univers super riche et il prend pas les gamins pour des cons. En fait, c'est ça qui me plaît, c'est que il y a des histoires d'amour mais un peu sérieuses, un peu graves, dramatiques, il y a des morts, il y a des persos qui sont blessés, à qui il arrive des trucs importants. Donc ouais, je pense que c'est ça qui a plu aux gamins, quoi. Et moi, du coup, je suis devenu fan du truc. J'ai acheté toutes les séries dérivées, Légendaire Origine, Légendaire Parodia, et ça a été pendant le Covid où j'ai un bouquin qui a été annulé. Okay. Parce que dès qu'il y a eu le confinement, l'éditeur m'a dit non, mais on sait pas frileux, ouais, on sait pas quand ça va réouvrir et tout, machin. Donc bon, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et j'ai contacté Patrick, mais alors pour un autre projet qu'il chapeautait à l'époque, qui fait plus maintenant, qui est les Mythiques, et je savais qu'il cherchait des dessinateurs. J'ai fait là pour les Mythiques, est-ce que vous auriez besoin de quelqu'un sur un album? Et il me dit non, là on a même fait bon, déjà je suis plus trop le truc, c'est plus Patricia Lifung et Philippe Ogaki qui chapeautent, mais on réfléchit à faire une nouvelle série des légendaires. Ah, on se disait que t'étais bon pour le truc, mais on n'osait pas te demander. Je fais oui. oui. Ah, l'alignement des planètes, encore une fois. Mais c'est ça. Voilà, c'est vraiment, faut pas se leurrer, hein. Le monde de la BD est tout petit. Les choses se passent quand elles doivent se passer. Okay. C'était un truc de fou. Et j'ai fait 2 pages d'essai. C'est très drôle parce que la série était encore sur Netflix à l'époque. Il m'a dit, tu vas avoir tel épisode et tu vas avoir entre telle minute et telle minute. Patrick, c'est quelqu'un de très précis. Tu fais l'adaptation de cette scène en 2 ou 3 pages. Ce que j'ai fait, et ça lui a plu, il m'a quand même fait faire des pages d'essai sur les persos,
pour voir que je les ai bien en main. Et on est parti quoi. Et ça s'est fait mais hyper vite, ça s'est fait en un mois ou deux. On a signé le contrat et on était parti quoi. Ah trop bien. Ah ouais, ce truc de fou. Et en plus c'est légendaire, enfin comme on disait, c'est comme foot de rue, tu vois, c'est une licence qui plaît. Ouais. Pareil, c'est t'es sur les bons filons. C'est ça. Oui, mais encore une fois, c'est des coups de bol. C'est des coups de bol, ouais, mais c'est parce que j'ai laissé des portes ouvertes que je me suis pas fermé à des trucs. Et là où je reconnais qu'il y a une part de chance, c'est que sur quasiment toutes les séries que j'ai fait, c'est des projets qui me plaisaient. Ouais. Alors que je connais des auteurs qui justement ils travaillent régulièrement, ils sortent des bouquins régulièrement, mais sur des trucs qui leur plaisent pas quoi. C'est vraiment un job alimentaire. Ils font ça parce qu'il faut le faire, parce qu'ils veulent dessiner, et limite ils s'emmerdent un peu. Ouais. Et moi non, moi je suis à bloc parce que je fais ce que j'aime et je travaille sur des projets qui me plaisent quoi. Et en parlant de projets que tu aimes, vers 2009-2010, tu vas rencontrer une certaine personne. Fabien Fournier. Ouais. Et qui va emmener d'autres projets. Mais alors, encore une fois, le monde est tout petit. C'est parce que, à Aix-en-Provence, il y avait une association, le Club France-Japon, qui faisait des rencontres entre étudiants français et étudiants japonais, et il y avait des trucs, on regardait des films, on discutait, et moi j'y suis très peu allé, j'avoue, parce que mon côté ours. Mais Flo y est allé, elle a rencontré un gars, qui est devenu notre pote, et qui un jour en festival à Japan Expo Marseille en 2009, il vient et il fait en fait je fais partie d'une web-série là, on se demandait si vous pourriez pas faire un dessin façon Sentai School de la série. Et, encore coïncidence, il s'avère que je regardais la série, donc Noob, sur No Life. Ouais, je regardais déjà la série parce que moi j'aimais bien un peu tout ce qui était film amateur aussi. Je regardais No Life, il y avait Nerds avec Davy Mourier. Ouais, bien sûr. Et Noob, j'avais accroché parce que je me disais justement, en connaissant un peu ce qui était film amateur, à quel point c'était dur, je me disais, ces mecs-là, ils font une série en extérieur, avec des costumes, avec des pouvoirs magiques et tout, ce qui est quand t'es total amateur, que t'es pas payé, que t'es pas comédien et tout, il y a un sacré effort. Ouais. Je me disais ouais les gars quand même ils sont motivés quoi. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la passion, les gens passionnés et tout ça. Et donc quand on vient nous voir à Japan Expo en disant tu veux faire un dessin, je dis bah oui, je connais la série et tout, voilà. Et je rencontre Fabien. Je fais le dessin, je lui envoie par mail. Fabien, qui est quelqu'un de très enthousiaste, de suite, il poste le dessin sur les réseaux de Noob. Et en fait, c'est un de mes dessins qui a le plus tourné. Ah ouais? Ah, mais ça a été un truc de fou et tout. Les gens étaient à 2000. Enfin, ils étaient à fond. Oui, j'ai capté ton expression. Ça commence à faire. Donc, tu nous expliquais, autant pour moi, il y a eu une petite coupure de caméra, que c'est ton dessin qui a le plus marché, le dessin que... C'est pas mon dessin qui a le plus marché. Mais enfin, je pense pas, c'est dur de savoir. Mais il a tourné très vite. Ok. Et bon, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est rigolo, cet engouement et tout. Sachant qu'à l'époque, en plus, on avait déjà arrêté Sentai School. Moi, je faisais plus que foot de rue, heureusement d'ailleurs. J'ai essayé de lancer des trucs à côté, mais les éditeurs en voulaient pas et tout. Et franchement, j'avais vraiment pas le moral à l'époque. Je disais, heureusement qu'il y a foot de rue, mais j'étais au plus bas, quoi. Okay. Niveau moral et tout. Et de voir cette espèce de les voir eux, l'équipe de Noob qui était à bloc, je me dis ça fait plaisir. Et avec Fabien, on commence à échanger des mails et tout, on discute. Et puis il me fait, donc on s'est rencontrés en février. Et au bout d'un moment, en juin, il me fait, là on va tourner un épisode de la saison 2 de Noob. On aime bien avoir des guests. Est-ce que Flo et toi, vous voudriez jouer dedans? Flo était réticente. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai fait un tout petit peu de film amateur du temps de la fac parce que j'avais des potes en fac de ciné. J'ai fait un tout petit peu de théâtre quand j'étais petit, vraiment à un niveau très très amateur. Moi, ça me plaît. Okay. Donc j'ai dit oui, je veux le faire. Flo était très réticente et finalement elle s'est prêtée au jeu et maintenant elle aime beaucoup. On s'est retrouvé à faire un épisode où on va avoir des personnages juste pour un seul épisode. On joue des PNJ dans le jeu vidéo. Et en fait, on s'est super bien entendu, encore plus avec Fabien, avec le reste de l'équipe, avec Fred qui joue Sparadra, avec Julien qui joue Zell et tout. Je trouve ce nom de Sparadra est incroyable. Le nom est magique et moi j'adore ce personnage. Dans la BD, quand je faisais la BD, c'est mon préféré quoi. Okay. En plus Fred c'est un super comédien et tout. Il joue le débile dans la série, mais en fait il a fait des petits trucs à côté et tout. Il fait des animations sur scène et il est vraiment génial. Et ouais, et du coup, en plus, nos persos sont restés. Enfin, on a fait, je crois, la saison 12 ou la saison 11, je sais plus, si je me trompe, Fabien va m'engueuler. Parce qu'on a arrêté les saisons numérotées. Et on continue à discuter. On était sur Aix, nous, à l'époque, mais on faisait des soirées sur Toulon, on faisait des soirées pizza, Mario Kart. Est-ce qu'eux, ils étaient sur Toulon? Ouais, ils étaient sur Toulon. Et à part un ou deux qui étaient justement sur Aix, et un ou deux à Nice. Mais le gros de la troupe était sur Toulon.
On se retrouvait vraiment une soirée comme ça où on discutait, on se dit Sentai School c'est cool, Noob c'est cool, ce serait cool d'avoir une BD Noob qui ressemble à Sentai School. Et on dit ouais chiche, mais vraiment tu sais c'est vraiment le délire entre potes, voilà. Donc j'explique à Fabien avait jamais fait de scénario de BD. Okay. Je lui montre un ou deux scripts de BD pour montrer comment c'est écrit, comment on présente ça et tout. Il fait d'accord, ok. Un ou deux jours après, il m'envoie des scripts de BD, des gags. C'était des gags en une page au début, des trucs nickel. Il est super fort en fait. Il s'adapte hyper vite et tout. Et moi, je fais ok, d'accord, nickel. Il y avait 3 pages. Je dessine les 3 pages. Flo, on met une en couleur. Ok. Et là, il se passe un truc très drôle, c'est que donc on est déjà en septembre-octobre 2009. On fait un festival vers Dijon. Il y a la conférence Noob. On venait à peine de finir les pages. On les amène à Fabien. On amène des trucs imprimés, dégueulasses, un peu pixelisés et tout. Et là, en pleine conférence, Fabien qui fait « Et on a en exclu les premières pages de la BD Noob !» Il y avait rien qui était signé. On était là avec Flo, on était en train de se briser en deux. Mais Fabien, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est même pas que tu marchandes la peau, enfin, c'est même pas que tu vends la peau de l'ours en marchand, c'est que l'ours, tu l'as même pas rencontré, en fait. L'ours, il est même pas né. Laisse-le. Et il se lève et il passe les photocopies lui-même dans l'amphi. C'était dans une fac. Et bon, on dit on n'a plus le choix maintenant, faut y aller. On prend rendez-vous chez Soleil. Donc par le biais de foot de rue, j'avais mes entrées là-bas et puis Flo qui travaillait chez Soleil depuis encore plus longtemps que moi aussi. Je me rappelle, c'est Mourad Boudjelal, donc qui était le fondateur et président de Soleil et qui à l'époque était aussi président du RCT, donc le club de rugby de Toulon, et qui est quelqu'un de très important, de quelqu'un qui pèse, dans le game quoi. C'est quelqu'un de très impressionnant, vraiment. Ah ouais. Ouais, il dégage un truc, il a vraiment du charisme et tout. Moi, c'est un mec en plus que j'admirais parce que c'est un gars qui est parti de rien, qui a monté d'abord sa librairie sur Toulon, puis après qui est devenu éditeur, vraiment petit à petit. Enfin, il a un parcours incroyable. Et je me retrouve dans son bureau, moi, alors que ça faisait déjà presque 10 ans que je faisais ce métier. Et j'étais tout petit dans un coin, tu vois. Et il regarde les pages. Fabien avait imprimé, il avait fait tout bien, il avait fait un dossier où il avait amené toutes les stats des vidéos de Noob, les montrer qu'il y a une commune derrière, tout, la communauté, des photos en convention et tout. Et là, Mourad, il a juste regardé le truc, enfin, il a accordé un peu de temps, il a regardé, il a juste dit, ok, il faut le faire. Donc, nous, on était là, waouh, c'est énorme. Et là, on était novembre 2009, et il dit, on le fait, ça sort en mars 2010. On fait, ouais, et quoi? Attends, parce que moi je connaissais les délais de fabrication. Tu sais, attends, mars 2010, ça veut dire qu'il faut le rendre dans 2 mois, mi-janvier. Ouais, grosso modo, sachant qu'il y a les fêtes de Noël au milieu où les bureaux seront fermés. Le tome 1 de Noob, sans rigoler, scénario, dessin, couleur, on l'a fait en 1 mois et demi. Voilà. On l'a fait, tu sais, on finit le truc, on l'a fait! Et on sait que le bouquin va sortir en mars et tout, on est trop heureux. Et là, ils nous font, le tome 2 pour Japan Expo. Et Japan Expo de juillet. de juillet de 4 mois après mars. Ouais! Bon. Sachant que je faisais foot de rue en parallèle. Et c'est l'époque où avec Flo on est parti vivre au Japon. Donc vas-y. Ah ouais, en 2010, ouais, ok. C'est ça. Donc février 2010, on débarque au Japon. Et moi, je débarque avec mes pages et je fais, je commence à faire le tome 2 de Noob au Japon. J'achète un scanner parce que je travaillais encore en traditionnel à l'époque. Je scanne les pages, je les envoie à Soleil et tout. Et je reviens en France juste pour Japan Expo en juillet. Je fais le Japan. C'était un truc de fou. Il y avait un monde de dingue. Noob, ça a décollé direct en BD, quoi. On était super contents. Et Soleil a fait, le tome 3 pour... Je fais, non, arrêtez. Calmez-vous. Enfin, mais si, allez, le tome 3 pour Angoulême de janvier. Ok. Ouais, rebelote. Ouais. Et en fait, on a fait les 5 premiers tomes de Noob. On les a fait en 1 an et demi. Waouh. Voilà. Et en fait, à la fin, donc avec Flo à la colo. Flo à la couleur, Fabien au scénario, qui a tout écrit, et qui jusqu'à la fin, il a tout écrit, Flo à la couleur. Et en parallèle, je faisais foot de rue. Ouais. Et foot de rue, il y avait une belle parution aussi, niveau rythme. Ouais. Bah, foot de rue, les premiers tomes, c'était un tome tous les 3 mois, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Donc ouais, ça sortait vite. Un des trucs qui fait que j'ai bossé sur des séries qui ont marché aussi, la contribution que j'y ai apportée, où je peux dire que c'est un peu grâce à moi, je pense, c'est parce que les bouquins sortaient vite. Ça trompe pas pour faire le succès d'un bouquin.
pour nous, on a fait ce rythme-là parce que je suis arrivé à la fin du tome 5, j'étais rincé. Mais vraiment, j'étais une épave. J'étais décédé. Au milieu, bon, on est rentré du Japon, on a fait un déménagement sur Aix, on a changé d'appart. Je sais même pas comment j'ai fait à l'époque. Il y a Flo qui a géré énormément de trucs. Ouais. Et au bout d'un moment, elle a vu que j'arrivais plus. J'ai fini le tome de Noob, j'ai fini le tome de Foot de rue de l'époque. Elle m'a dit maintenant, tu t'en vas, tu prends des vacances. Ouais. Moi, j'étais là, non, je peux pas, Flo. Après, je vais plus avoir de travail. Je suis vraiment un anxieux. Ouais. Je me dis, mais je peux pas arrêter, sinon je vais plus avoir de bouquins et tout, machin. Elle a pris, on avait un peu de sous à l'époque. Elle m'a pris un billet d'avion pour le Japon. Elle m'a foutu dans l'avion. Elle m'a dit maintenant tu pars 2 semaines. Mais c'est même pas tant le Japon par snobisme ou quoi que ce soit et tout. Il y a le fait qu'on aime beaucoup le pays, on adore ce pays. Mais tu laisses tes planches et tu en vas. Là voilà, pour ce cas précis là, c'était vraiment, c'est loin. Ouais. C'est loin et il y a du décalage horaire et tu nous laisses tranquille et tu seras loin de tout. Ah ouais, t'étais vraiment Ah ouais. Les premiers jours, les 4, 5 voire 6 premiers jours, j'étais totalement déphasé, c'était pas le décalage horaire. Ouais. Quand tu connais une grosse période de rush comme ça et que d'un coup tu t'arrêtes, ben c'est je pense comme les sportifs ou quoi que ce soit, c'est d'un coup ton corps il sait plus quoi. C'est t'es à 200, t'as mis tous les réglages à fond pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et d'un coup on te dit tu te remets à zéro. T'as eu un contre-coup un peu? Ouais, c'est fatigant quoi. Et en même temps, cette anxiété qui me quitte jamais de me dire mais quand je rentre, faut que je m'y remette parce que sinon je bosserai plus jamais. Ah ouais. Je suis en train de tuer mes séries et tout, mais comment ça se fait? Noob, je peux pas ralentir le rythme, Foot de rue non plus. Et toujours cette envie de faire des nouveaux projets avec Flo. C'est là où on a commencé à bosser, à réfléchir à Roll Queer. Je sais pas si on en a parlé. Non, on n'a pas parlé de Roll Queer. Bah Roll Queer, c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. C'est 2014 ? 2013. 2013. Et en fait, c'est un truc très drôle, c'est que Roll Queer, à la base, c'est quelque chose qu'on a créé en 2000-2001, quand on était encore étudiant. Parce qu'on se disait, c'était avant que Sentai School passe dans Coyote. C'est la période de 2 ans où le fanzine Dream On s'est arrêté et où Sentai School sortait dans Coyote. Et nous, on se disait, Sentai, on aimerait trop le sortir en BD, en pro et tout, mais il y aura jamais aucun éditeur qui serait intéressé, parce que format manga et Bien tout. Sûr. Et comédie avec un humour particulier. Et on s'est dit, on va faire une BD franco-belge d'abord, 44 pages, classique et tout, en couleur, pour rentrer dans le milieu, quoi. Et on a créé ce projet qui s'appelait Roll Queer. On a commencé à monter un dossier et tout, machin. Et c'est là qu'en fait, on s'est mis à faire Sentai School pour Coyote, que les histoires se sont croisées, qu'on nous a appelé pour Coyote et tout. Et on avait mis le projet dans un tiroir, sachant qu'on a toujours eu envie de le faire. Et 2012, Soleil nous dit, en fait, Noob, ça marche. Vous auriez pas un autre projet à faire? La même équipe. Donc Fabien dit, moi, je peux pas parce que, j'ai déjà la web série qui me prend du temps. Il écrivait y avait les films aussi qui allaient sortir. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est l'époque des films et tout, mais bon, en tout cas, il y avait toujours des trucs de son, du côté Fabien. Ouais, Fabien, ouais. C'est une machine. On se rejoint bien là-dessus, d'ailleurs, c'est ça qui est cool. Et il écrivait les romans Noob aussi. Ah oui. Et donc, avec Flo, on se dit, tiens, c'est l'occasion, on va placer, on l'avait jamais oublié, notre petit projet de Roll Queer. Et on montre à Soleil, on l'a retravaillé entièrement entre-temps, on a changé le concept, on a gardé pas mal d'idées de gags qui nous faisaient rire, c'est des gags qu'on avait écrits en 2001, mais qui nous faisaient rire, comme Flo, on est 2 crétins, on aime bien avoir nos blagues à nous, voilà. On a changé énormément de trucs, notamment le concept, parce que Roll Queer, à la base, c'était une série, on va dire d'heroic fantasy classique, juste sur un petit fermier qui voulait devenir chevalier, personnage qui se retrouve un peu dans Sentai School, avec le personnage de Koji, qui est fermier, qui veut devenir un héros. C'était juste ça, on va dire, c'était une parodie d'heroic fantasy, mais classique. On a fait évoluer l'histoire, parce qu'entre-temps, on avait vécu au Japon, qu'on avait voyagé au Japon. On s'est dit, ce serait amusant que ce soit un Français qui part à l'étranger, et qui part, alors, c'est pas vraiment le Japon. Bon, on appelait ça le Yamato, qui est l'ancien nom du Japon. C'est pour tricher et en gros faire un Japon totalement fantasmé où ça se passe en l'an 1700XX. On précise pas l'année. C'est un pays super évolué, super avancé. Ils ont des mechas qui marchent à l'énergie solaire. Ils ont des grands immeubles et tout, avec un peu ce côté médiéval. Et donc ce chevalier français qui est totalement crétin, qui croit qu'il apporte la civilisation française et la culture française à un pays de sauvages. Dans un monde bien plus développé que le sien. Il arrive, il dit ils sont beaucoup plus développés. Déjà, il est dégoûté. Il fait mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Pas du tout sauvages. Mais sauvage. Voilà. Mais il perd pas son rêve. Il se dit je vais devenir un héros là-bas et il s'installe donc au Yamato. Voilà. Et on a fait 3 tomes. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a fait 3 tomes en
en 14 mois. Ce qui est pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup, sachant qu'il y avait Noob et Foot de rue à côté. Oui. De toute façon, c'est hyper drôle. Je m'amusais un peu à faire ça quand je préparais l'interview, à être sur le Wikipédia avec toutes les dates d'albums et à compter. Et tu vois, des fois, tu vois genre 5 albums sortis l'année. Genre, ouais. Il y a des années, il y a eu des années où j'ai sorti 5 bouquins et même moi je faisais. C'est bizarre quand même, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup là. Ouais. C'est pour ça que je suis fatigué, d'accord. Et encore, on compte pas 2016 quand vous avez ressorti tous les Sentai School parce que là, alors là. Oui, là, bon, alors heureusement c'était des rééditions, même si ça a demandé quand même beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Parce que déjà faire les nouvelles couvertures, bon pour Flo c'était faire les pages en couleur, refaire toute la maquette, faire toutes les pages de référence à la fin. Puis faire rien que tu vois tout ce qui est lié au Ulule, enfin ouais. genre Ah oui, ça c'est un truc que les gens se rendent pas compte quand ils disent ouais, on veut faire un crowdfunding, on veut faire Ulule et tout, qui nous demandent des conseils. Le truc que je dis à chaque fois, c'est que vous vous rendez pas compte, enfin, faut prendre en compte l'énergie que ça va vous demander. Déjà pendant la campagne, tous les jours faut être au taquet, faut faire de la com, faut vraiment montrer des trucs, dire on est là, on existe et tout. Et après, même une fois que c'est fini, faut pas juste dire ok j'ai l'argent et voilà. Faut continuer, faut faire le projet pour qu'il sorte. Faut faire, si on a promis des goodies, faut les faire. Faut penser à comment on va les stocker, comment on va les envoyer. Toujours continuer à communiquer pour dire on en est là sur le projet et tout. La réédition de Sentai, ça a été vraiment un gros truc et une source de fatigue assez Tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. J'ai une question un peu spécifique à ton parcours. Ouais. C'est-à-dire que tu as travaillé avec beaucoup de scénaristes différents. Il y a par exemple Fabien, on l'a cité. Je suis désolé, j'ai reperdu son nom, mais pour il y a Mathieu Mariol, sur Mathieu Mariol, tout à fait. Il y a eu les validations de Patrick Sobral, mais là tu faisais l'adaptation, donc c'est un petit peu différent. Toi, quand ton rôle c'est d'être au dessin sur une BD, quel est le format que tu attends du scénariste? Quel est le papier que tu attends? Sur Noob, Fabien s'est adapté au modèle que je lui ai montré de Foot de rue, donc c'était le même truc. C'est-à-dire? Et Anne-Laure, avec qui je fais qui fait le scénario du blog de Gaïa, s'est adapté sur Fabien. C'est un truc classique, un fichier texte où il y a marqué page 1, case 1, description de la case, personnage qui dit ça et les dialogues. Case 2, pareil, description de la case, les dialogues des persos, et voilà, t'arrives après case 9, page 2, case 1, et voilà, un découpage classique, mais je sais qu'il y a un peu presque comme si on était au cinéma et qu'il y avait... Et c'est, on va dire, c'est la manière à l'ancienne, voilà, c'est comme ça que fonctionnait déjà Goscinny sur Astérix, tu vois. C'est la manière la plus classique. Mais il y a d'autres scénaristes qui, par exemple, vont donner un pitch complet, enfin un scénario complet, mais qui est pas découpé. Et c'est où le dessinateur qui va dire ok, donc cette scène va faire tant de pages, tant de cases et tout. C'est hyper compliqué. Heureusement, j'ai jamais fait ça. Et sinon, t'as des projets comme notamment les légendaires sur les séries que scénarise Patrick pour Origine ou pour les Chroniques de Darkel, où lui il écrit pas il envoie pas un texte, il fait le storyboard complet. Il envoie le storyboard vraiment assez détaillé. Mais parce que lui c'est un dessineux. Ouais. Ça aide aussi. C'est ça. Fabien est peut-être, je sais pas s'il dessine ou quoi que ce soit. Fabien dessine aussi. Mais peut-être moins d'aisance que Patrick, tu vois. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu dois faire un choix entre tes activités. Et Fabien, à un moment, il pouvait plus trop dessiner. Mais donc oui, c'est vraiment un littéraire. Il est beaucoup plus confortable à l'écrit. Mais c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup échanger dans le podcast, Fabien. Ah oui, il doit être très, très intéressant sur beaucoup de choses. Ah oui, vraiment, oui. Tu la vois comment cette collaboration justement sur Noob? Parce que de la manière dont on parle dans d'autres interviews, j'ai l'impression que c'est genre rigoler tout le temps. Alors non, faut pas croire. Que ce soit sur Sentai ou sur Noob, ouais, on se marre quand on se voit, on est potes, on rigole et tout. Dans le boulot, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas de l'engueulade ou c'est pas austère et tout, mais on est pro et on sait que voilà. Sur Sentai, même sur Sentai School, qui est notre délire à Flo et moi, on se marre comme des crétins à sortir des blagues, mais il y a un moment où on bloque. Et sur Sentai School, on s'engueule. Sur chaque épisode, il y a pas un épisode de Sentai School où on s'est pas engueulé. Mais vraiment. Mais tu n'es pas drôle. Mais ça, ton gag, il est pourri. Et ça, mais si on met ça, comment tu vas enchaîner sur la scène d'après et tout. Et vraiment, à partir et tout. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit, mais si le personnage, il fait ça, vraiment un truc débile, et là on rit comme des cons, c'est ah ouais d'accord, mais alors lui il fait, et ça débloque tout. Et c'est comme ça qu'on marche. Mais après il y a le passage où ça redevient sérieux, notamment quand il faut faire le découpage et le storyboard. C'est
toujours moi qui fais le storyboard sur toutes les séries que je fais, c'est le passage où je rigole pas du tout. Ouais. C'est le truc vraiment, même si c'est pour mettre des gags, hein, parce que l'humour c'est tellement précis, c'est une telle mécanique et tout. Si le gag tu l'amènes de la mauvaise manière, si tu mets 2 cases au lieu d'une, tu peux tout foirer. Ouais, ça rigole pas. Et sur Noob, c'est pareil en fait. Fabien, il écrivait des scripts vraiment nickel. Et la chance qu'on avait, parce que Fabien est très fort, encore une fois, c'est qu'il est à la fois, je sais pas comment dire, c'est très précis, mais en laissant une grosse marge de manœuvre. En fait, l'information essentielle est extrêmement bien détaillée. Et il va expliquer, il va mettre plein de détails et tout, mais en me laissant quand même une marge, c'est-à-dire que il va me dire, il y a tel perso, tel perso, tel perso. Le perso qui parle, forcément, il a une attitude précise. Les autres, il décrit pas. Parce qu'il sait que je connais les personnages, que je vais leur donner une attitude. Parce que t'es aussi tu connais la série Noob. Ouais, parce que tu la regardes. Ouais, c'est ça, que je connais les persos, que je me les approprie aussi. Il y a un vrai travail d'adaptation. Voilà, et j'aime bien, moi j'aime que ce soit vivant et que chaque personnage, il ait sa manière d'agir, sa manière de faire. Il me met une scène dans une boutique où il y a Gaïa qui est en train de marchander parce que c'est le personnage radin et tout. Bah, je sais que dans le fond, j'ai Matt Sparadrap qui fait le crétin à vouloir récupérer des casques, à les essayer, ou Omega-Zell qui se regarde dans un miroir pour faire le beau et tout. Voilà, c'est des trucs très bêtes, c'est basique, mais ça définit bien les persos. Et plutôt que de mettre juste les persos en randonnion, les 4 qui écoutent le marchand et tout. Donc Fabien me laissait assez de liberté sur ça. Et puis même, il avait une manière de vraiment, il me dit, ok, la caméra, elle est comme ça et tout. Mais c'est pas, j'allais dire pas un ordre, c'est pas gravé dans la roche. Si je lui amenais un truc et je lui faisais comprendre bêtement, bah ouais, ton idée elle est bien, mais tu vois, si on met comme ça dans la narration, dans l'enchaînement des cases, ça marche bien aussi. Et comme c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui, bah c'est pareil, il est pas bloqué sur un truc à dire c'est ma vision et tout, il veut ce qu'il y a de mieux pour le projet. Donc forcément, si j'apportais quelque chose qui était un peu mieux, je dis pas que, enfin voilà, je suis un génie et tout, mais s'il voyait que ça allait dans le sens du projet, il me disait ah ouais c'est bien. Ouais, je comprends. Ok. Je sais que t'aimes beaucoup les comics. Ouais. Donc je vais te poser une question. Elle est simple. Sûr. Ouais. X-Men ou Spider-Man? Oh mon dieu. Papa ou maman, il me fait. Je vais dire Spider-Man. Quand même. Ouais, parce que alors les X-Men, je suis très 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 fan, mais je suis un peu maniaque et je suis très bloqué sur la période Chris Claremont fin des années 70 à début des années 90. Alors pareil, c'est la préhistoire, mais c'est l'énorme période des X-Men, c'est là où ils ont explosé, qu'ils sont devenus des méga stars du comics, alors qu'avant c'est une série qui marchait pas du tout. Mais c'est vrai qu'après, il y a vraiment eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup de périodes qui étaient vraiment pas géniales, quelques périodes très très bonnes. Alors que Spider-Man, ça se maintient. Il y a eu des périodes, qui étaient un peu pas top. Ouais. J'aime le personnage, j'aime Peter Parker, même Miles Morales, j'adore. Et t'as vu les films? Ah, les Spider-Verse. Ouais. C'est fabuleux. C'est fabuleux. J'avoue, je préfère le premier. Je suis pas d'accord, mais okay. Non, mais parce que le premier, il y avait le côté surprise. On s'attendait pas à ça. Le 2, il est beau, mais on se dit, ouais, c'est la continuité. Ah ouais, tu trouves? Non, mais oui, il y a un level, mais je sais pas. Et en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est que le 1 se suffit à lui-même. Oui. Le 2, on sent que c'est la partie 2 d'une trilogie. Alors en plus, moi, j'aime bien aller au ciné assez vierge, pas savoir tout. Je savais pas que ça allait être une trilogie. Et donc, j'arrive vers la fin du film, je me dis, mais c'est pas possible, comment ils vont finir ça et tout. Ça finit à suivre. Je fais, ah, mais moi, j'ai adoré. Ouais, c'est génial, mais il y a la petite frustration. C'est pour ça, enfin, le 1, je trouve qu'il marche tellement bien, l'histoire, elle est parfaite et tout. Non. Je sais pas, tu vois, moi, j'ai trop kiffé, justement, dans le 2, le fait de se dire, je suis venu pour voir un film comme dans le 1, qui s'autoconclut, et j'arrive à la fin, et je suis surpris, et je me dis, ah, ils m'ont bien eu, tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Et puis le 3, je sais que je vais y aller, Day One et tout, je suis à 2000. Vraiment, c'est le seul film dans ma vie où j'étais 2 fois au cinéma pour le voir, le 2. Ah, en fait, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de trucs à faire attention. Ouais. En y allant une fois, je capte pas tout, tu vois. Ouais. Ah, j'avoue, il y a plusieurs films que j'ai eu plusieurs fois au ciné. Celui-là, non, parce que j'ai de moins en moins le temps d'aller au cinéma. Mais non, mais ouais, ça a été une claque. Ces 2 films. Très beaux films. Ouais. Puis les musiques. Ouais, mais tout, la DA, elle est folle. Le personnage est bien. Ouais. Ah ouais, Miles Morales, c'est un perso qui a vraiment été réussi dans les comics et au ciné. Le jeu vidéo, j'ai pas fait le 2e jeu, donc je sais pas. Mais ouais, la greffe a bien pris, alors qu'il y a
il y a plein de personnages de comics récents. Ils ont essayé de faire, on vous avait pas dit, mais il y a un autre Captain America, ou il y a un autre Iron Man, ou je sais pas quoi. Non. Voilà. Que Miles Morales, enfin bon, si je commence à parler de Spider-Man, j'en ai pour des heures. Ok. Non, mais ça me va. J'ai même acheté le manga Spider-Man. C'est vrai, il y a un manga Spider-Man. Il y a un manga qui est sorti, là, un one-shot. Ok. Qui est rigolo. C'est un personnage random qui tombe sur le costume de Spider-Man, qui le met pour déconner. Qui le met, et du coup, on le prend vraiment pour Spider-Man, et c'est un moment où le vrai Spider-Man a disparu. Et bon, c'est pas du tout continuité avec les comics, mais c'est quand même super intéressant. Ok, je vois. Hyper drôle. Aujourd'hui, tu as annoncé, enfin pas aujourd'hui même, mais tu as annoncé une nouvelle série. Ouais. Une série à toi. Ouais. Qui s'appelle Starlight. Starlight. Alors là, pour le coup, c'est vraiment mon bébé, mais mon gros bébé qui a mis beaucoup de temps à accoucher. C'est des personnages que j'ai créés au collège. D'ailleurs, je précise avant qu'on aille plus loin, mais qui est disponible la première le tout début sur Midibang. Oui, il faut que je l'enlève en fait. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, mais non, mais c'est parce que, déjà parce que c'est pas très bien, enfin c'est moins bien que ce qui va sortir. Encore une fois, je dis ça sans prétention, mais parce que le but c'est de s'améliorer à chaque fois. Bien sûr. Et donc je pense que t'as redessiné Ouais, j'ai tout redessiné. Puis forcément, c'est une histoire courte sur Medibank. Ouais. À la base, c'est le projet que j'avais fait pour le concours Tezuka. Oui. Voilà. Qui a pas été sélectionné, mais bon. Et c'est vrai que je l'ai laissé sur Medibank. Puis finalement, j'en ai fait un projet. C'est la version courte. Parce qu'il y a eu il y a eu des péripéties entre temps, mais ouais, finalement j'en ai fait un projet qui est arrivé chez Vega et ils m'ont dit banco. Donc j'ai retravaillé. T'avais déjà des contacts chez Vega? Encore une fois, le monde est petit. À la base, j'en avais pas du tout. Ouais. Je les ai contactés par Twitter en MP, vraiment sans y croire. Enfin sur X maintenant, et il s'avère que la personne qui m'a répondu, qui est le CM de Vega, c'est quelqu'un que je connais et qui travaillait avant, voilà. Okay, non mais c'est ça, et tu dis, mais oui, il me fait, mais c'est Seb, Philippe et tout. Merde Seb, bah ouais. Ah mais oui Seb, ok, je vois très bien. Voilà. Okay. Et donc on commence, il fait, mais pas de problème, je vais te présenter Stéphane et tout, qui est le directeur de Vega. Je lui fais passer ton dossier, machin, et il y a pas eu de piston, voilà. non, parce que je préfère, parce que tu fais bien. Stéphane, donc le boss de Vega, est quelqu'un de très justement de très pro, de très cash. Si c'est pas bon, il le dit. Et en plus, il a l'habitude de travailler avec des Japonais, donc il sait ce que c'est. Il veut de la quali. Et justement, Starlight, avant même de signer le contrat et que je dessine les premières pages, on a énormément travaillé le scénario et l'univers. Okay. Et les persos. Parce qu'il m'a dit, je veux savoir où tu vas. Je veux savoir pas ce qui va se passer, mais les petits trucs que tu vas planter qui vont se développer au fur et à mesure, sachant qu'on part sur 5 tomes et lui il aimerait bien faire 5 de plus derrière. Voilà. Et sachant que si ça marche, on aimerait bien que ça continue. Mais bon, ça déjà faut que le 1 sorte. Tome 1, comme je te disais ce matin, il est fini. Il attend là, il faut que il manque toujours des petites finitions, notamment un détail important qui est la couverture. Et ce genre de détail. Voilà. Et une sortie normalement pour fin 2024, début 2025. Tiens, je vais te demander le bon exercice que les auteurs je n'aime pas trop. Est-ce que tu peux pitcher? Alors, la version simple que je fais à chaque fois, pour que les gens comprennent, c'est le mix. Attention, toute proportion gardée et sans prétention, mais c'est pour, j'aime bien mettre des marqueurs pour que les gens voient. Est-ce qu'il y a un truc Gardien de la Galaxie? Il y a un petit côté, mais c'est le mix entre One Piece et Doctor Who. Voilà. Okay. C'est pour expliquer. En fait, c'est de l'exploration spatiale, c'est de l'aventure, c'est la découverte. Le personnage principal, Sirius, c'est un terrien. On va commencer l'histoire sur une toute petite planète qui est perdue aux confins de l'univers et où vit le peuple de cette planète. Et au milieu, il y a un humain. Il y a un terrien qui est donc le héros qui s'appelle Sirius, qui est un inventeur de génie, un bricoleur de génie, même s'il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, et dont le rêve, c'est de quitter cette planète. Et un jour débarque un vaisseau. C'est vraiment une planète totalement perdue. Donc elle est même pas référencée sur les cartes. Elle n'est pas référencée. Elle est faite d'une. Alors attention, je suis un grand scientifique. Donc tu parles, j'invente mes propres règles. Elle est faite d'une certaine roche qui renvoie les ondes, les machins, qui fait qu'elle est totalement indétectable. Et un jour, il y a quand même un petit vaisseau qui passe par là. Sirius veut contacter le vaisseau, mais comme il est un peu maladroit, il fait exploser le vaisseau en fait. Ça c'est mon côté scénariste de Saint High School où je détruis des trucs. Le vaisseau s'écrase sous les lycées et sort du vaisseau une jeune fille, alien aussi, qui en fait a été enlevée par des pirates de l'espace. Et donc toute l'histoire, ça va être Sirius qui aide cette jeune fille
à sortir du joug des pirates. À échapper aux pirates. Et elle va l'aider à découvrir plus. À voyager et à voyager, à essayer de... C'est vraiment le pitch de départ du début du tome, parce que voilà, c'est juste pour donner les intentions de départ, sachant que voilà, ça va au-delà du fait de il y a une jeune fille en détresse, un garçon qui l'aide, pas du tout. Les deux personnages, que ce soit le garçon ou la fille, sont aussi importants l'un que l'autre. Ils se complètent totalement. Et chacun aide l'autre à la même hauteur. Ouais, voilà. Vraiment, je vais éviter le délire la jeune fille en détresse, sachant que lui c'est un personnage qui est pas du tout physique. Oui, et pour un héros de shonen, c'est un perso qui est plus cérébral que physique. Ouais, complètement. Et c'est un peu le héros de Dr Stone, si tu veux. Ouais, voilà. Je vois. Mais c'est vrai que pour combattre les pirates dans la version question Milibang, et il est en mode tiens, je connais par certains moyens, je connais cette race, je sais qu'elle aime pas ça, etc. C'est ça, en fait, voilà, il va utiliser les connaissances qu'il a sur les espèces et tout pour savoir comment les contrer. Tout à l'heure, t'expliquais un peu le genre de scénario que Fabien pouvait t'envoyer. Toi, quand tu travailles sur un projet comme ça, est-ce que tu fais pareil ou tu passes direct au storyboard? Comment est-ce que tu t'organises? Je fais une espèce de truc bâtard entre les deux. J'écris d'abord tout le scénario, enfin tout le pitch je fais un texte en fait. Ouais. Soit que je tape, soit que j'écris à la main carrément. Là-dedans, je vais découper en scènes. Le fait d'être dessinateur, ça me permet de visualiser dans ma tête les trucs et je sais, ok, ce passage, il est important, faut qu'il y ait genre une case, c'est pleine page. Ça, il y a 2 cases pleine page. Là, les persos qui parlent, je peux me permettre de mettre plus de cases, paradoxalement. C'est quelque chose que j'essaie d'expliquer à mon directeur de collection et à d'autres auteurs de manga, c'est non, les pages où ça parle, tu peux te permettre de mettre plus de cases et plus de blabla parce qu'on s'en fout, il se passe rien. Enfin, c'est juste, voilà, discute pour que justement après les scènes d'action, les scènes de contemplation, moi j'aime beaucoup justement y avoir des personnages qui découvrent des trucs. Laisser de l'espace à l'action. Et moi vraiment plus que l'action, c'est vraiment la découverte, l'aventure, la contemplation. C'est que les personnages arrivent devant un décor, ça va être une double page. Comme s'ils arrivaient à Wano. Ouais, oui. Bon, je suis pas Oda, hélas. Mais ouais, voilà, c'est ça. T'as une double page où tu vois un décor, où il va se passer un truc et tout. Bien sûr. Donc ça, voilà, je me dis, ok, telle scène, ça va être important et tout. Et là-dedans, je fais ma petite tambouille. Je commence à découper le script. Je vois là où ça ferait des bons cliffhangers. Ouais. Et ça fait les chapitres. Et après, à partir de là, voilà, je fais mon découpage. C'est là où je commence à faire un découpage case par case. Ouais, c'est vraiment une manière bien à moi d'écrire. C'est ta manière de fonctionner. Ouais. Okay. Ouais. Et notamment les dialogues. Les dialogues, ça évolue beaucoup chez moi et c'est quelque chose que j'ai hérité de Sentai School, notre manière de faire. Il y a la première fois, c'est quand j'écris le truc. Après, quand je vais être sur la page, que je vais écrire le dialogue pour savoir la place que ça prend, j'ai commencé à faire une modif. Et puis je me dis, j'ai mis ça et j'avais pas prévu, là le perso il pourrait répondre ça. Ou il pourrait surenchérir en rajoutant ça. Donc peut-être ça va rajouter une petite bulle en plus ou une petite case en plus. Ok. Et après au moment de taper les textes à l'ordi bien propre, je modifie encore une petite fois pour voilà. Okay. Ça évolue. Là, on l'a dit tout à l'heure, mais tu travailles encore sur les légendaires. Ouais. À côté, tu travailles sur ça. Ouais. Ça va aller? Ça va. Sachant que je faisais aussi, jusqu'en fin d'année dernière, je faisais le blog de Gaïa aussi, le tome 6. C'est fini, là, le blog de Gaïa? C'est pas fini, mais là, pour le moment, j'ai pas le temps de faire un tome 7. Ok. Parce que les légendaires et Starlight, ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais. Et tu fais comment? Est-ce que toi qui aimes bien t'organiser en planning, tu te dis par exemple lundi, mardi c'est légendaire, mercredi, jeudi, vendredi c'est Starlight, samedi c'est je rattrape mon retard et dimanche j'avance sur le scénario. Enfin. Alors ça dépend. J'aime bien tant que faire se peut être l'expression de vieux. Non, tant que faire se peut. Là on était pas mal. J'aime bien si je peux être sur un seul bouquin à la fois. C'est-à-dire me dire, ok, de là à là, je fais que du légendaire. Okay. Si je peux, mais là, comme j'étais sur plusieurs bouquins, il y a un moment où je faisais justement, le matin c'était Starlight et l'après-midi c'était les légendaires. Okay. Voilà. Et après, c'est vrai que j'aime bien voir le week-end. Sur mon planning, idéalement, les week-ends sont libres. Mais en fait, c'est les jours, ce que j'appelle un peu voiture balai. C'est je finis les trucs. Ouais. C'est si j'ai des corrections à faire sur des pages, si il y a un truc que j'ai pas fini. Et pour répondre aux mails. Okay. Voilà, tout ce qui est mail, tout ce qui est Donc ça t'évite un peu la semaine, tout ce qui est mail et tout. Ouais, ça me saoule.
Vraiment. Typiquement, hier matin, j'ai passé la matinée à faire des mails, ça m'a gavé. Ouais. Voilà. Parce que, il faut envoyer ça à Soleil, il faut envoyer ça à Vega. Ah, mais du coup, faut que j'envoie ça. Puis en plus, tu dis, faut que je contacte l'URSSAF. Donc, du coup, de fil en aiguille, tu te retrouves à faire. Tout ça, ouais, c'est ça. Et j'aime bien avoir la semaine pour dessiner et le week-end où je me dis, bon, allez, j'ai pas vraiment l'impression que c'est du travail, c'est relou, c'est chiant, je préfère être devant je préfère être devant ma console qui prend la poussière depuis des mois. Voilà, ça change, ouais, comme tu dis. Ok, je vois. J'ai posé une question tout à l'heure à Flo, et je vais te poser la même à toi. Qui est le plus drôle? C'est moi. Waouh. Non, c'est pas vrai. Non, la question c'est pour toi, quelles sont les qualités de Florence dans son travail? Eh ben alors, je viens un peu d'y répondre. Elle est drôle déjà, vraiment. Elle est excessivement drôle. Elle dirait elle-même qu'elle est délicieusement décalée. Elle adore dire ça. Elle me fait vraiment rire. Sur Sentai, elle a apporté des gags où des fois en fait, on a tellement ri des fois sur Sentai qu'elle sortait une connerie. On riait comme des andouilles. Et puis je notais pas le truc et je fais putain c'est génial. Qu'est-ce que t'as dit? Elle fait je sais pas. Elle dit des trucs, elle oublie direct. Elle ne le voit pas parce qu'elle a pas conscience de ses forces, mais elle a une force de travail, une capacité de travail vraiment impressionnante. Quand elle faisait les naufragés d'Ithaque chez Soleil, il y avait une pression éditoriale de dingue parce que c'était une grosse série et Soleil voulait vraiment que ça cartonne et tout. Elle partait bosser à 4h du le matin. Ouais. Mais voilà. Mais vraiment, personne l'obligeait, mais c'est elle fait non, je veux que les pages elles tombent, je veux que les pages soient belles, voilà. Elle a une formation artistique classique, elle a étudié l'art depuis qu'elle est au lycée et tout, et donc elle sait faire des trucs autre chose que la BD, et ça lui permet d'apporter un certain regard sur les pages, de faire des ambiances colorées, tous les trucs que moi je sais pas faire, qu'elle j'y comprends rien. Elle sait rythmer un album, des trucs des fois c'est pas prévu dans le scénar, et c'est vrai que tu te dis merde, mais pourquoi on n'y pense pas? De marquer la temporalité, où elle me dit ok, cette scène, tu vois, là les personnages ils sont là, après il se passe ça, ce serait bien que là ce soit en fin de matinée et que petit à petit on arrive au coucher du soleil. Et donc rien que par les ambiances, le ciel et tout, le lecteur va comprendre qu'il se passe que la journée se défile. Ouais. Ok, je vois. Et donc la question n'était pas finie, parce que la deuxième partie de la question c'est qu'est-ce que tu penses que Florence dirait de toi si je lui posais la même question? Que je suis maniaque. Non, j'ai dit qualité. Moi? Ah ouais, je suis maniaque. Non, sais pas, moi j'ai beaucoup de mal à me trouver des qualités, que ce soit dans le travail ou dans la vie, si ce n'est que c'est pas une qualité, mais moi ça m'aide, c'est d'être psychorigide et d'être vraiment tant que j'ai pas fini. Tant que la page n'est pas finie, je ne me lève pas. On s'engueulait, mais un nombre incalculable de fois, parce que elle m'attend pour manger, et il est 23h, et je suis sur une case depuis 3 heures. Et j'ai dit non, elle est pas finie, la case. Et il y a des fois, elle m'a dit, elle est finie, ta page. Et voilà. Et alors je présente ça comme un défaut, tiens. Non, mais non, je suis tenace et je suis tu sais faire et je travaille beaucoup. Ouais. Okay. Et je refuse de laisser partir une page ou un dessin s'il a pas la qualité nécessaire. Alors que des fois il faut, des fois t'as pas le temps, faut accepter de faire un truc en dessous de ce que tu pourrais, mais parce que la deadline, parce que machin. Mais ouais, non, voilà, je pense que ce qu'elle dirait de moi, c'est ça, c'est que je lâche rien, et que même si je suis malade, je suis capable quand même de me mettre à ma table à dessin et de tomber mes pages, et que quoi qu'il arrive, il nous arrivait des pas mal de trucs, des aléas de la vie et tout machin, je suis quand même à ma table à dessin. Voilà. Okay. C'est la régularité, le rythme, la force de travail. Tu t'y tiens. Ouais. Ok. Ouais, parce que on parlait justement du rythme de sortie des bouquins, c'est ce qui fait c'est ce qu'il y a de la série et tout. Et j'ai conscience de pas être le meilleur dessinateur du monde, loin de là. Je me considère pas comme très très bon. Je sais que ce qui m'aide, c'est d'être régulier et d'être assez rapide. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Trop bien. On va arriver sur les 2 questions de fin du podcast. Ouais. Donc la première, c'est une recommandation d'un contenu que tu as consommé. Ça peut être lecture, comme vidéo, comme musique, peu importe, et qui t'a vraiment marqué. Récemment ou en général? Pas nécessairement. Parce que si c'est en général, je vais être le mec le plus original du monde et je vais dire One Piece. Est-ce que tu dis ça parce que t'as un tatouage sur le bras? Oui, oui, j'ai Dragon Ball aussi. Alors ça paraît totalement bateau et tout, c'est genre le mec il aime
il aime la glace à la vanille, quoi. Mais non, on peut pas faire mieux. Voilà, Dragon Ball, c'est le manga qui m'a donné envie de faire du manga. Quand Toriyama est mort, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas pu travailler. Ah ouais? Ouais. Le jour où Toriyama est mort, j'étais dévasté. C'était d'un coup, voilà, mon repère, tu sais, j'avais une boussole, on enlevait le nord. Ouais. Donc ouais. Et One Piece, pour moi, qui est la continuité de Dragon Ball, c'est l'héritier, et c'est l'héritier en mieux même, parce que voilà, c'est le manga ultime, il y a tout. Enfin, je vais pas en parler pendant des heures, parce que je pense que tous les auteurs et tous les fans de manga peuvent en parler. Je crois que c'est Géraud qui en avait parlé dans le podcast et tout. Il est très fan de One Piece aussi. J'ai essayé de parler de trucs plus récents, où j'ai eu des gros coups de cœur. J'adore l'animé et le manga de Komi Can Communicate. Komi cherche ses mots. Oui, alors il y a l'animé sur Netflix et le manga sur chez Pika. Et j'adore ce manga. Alors pour le coup, rien à voir avec One Piece, avec du shonen et tout. C'est de la comédie scolaire, qui est un genre que j'affectionne énormément. Vraiment des lycéens qui vivent leur vie de tous les jours, il se passe des trucs. C'est pas un scénario de ouf, c'est pas une grande quête, c'est pas un gros truc et tout. C'est juste leur vie de tous les jours et les personnages sont super attachants. Et moi, c'est ça qui est important. C'est un truc qui me plaît dans le manga, c'est quand tu t'attaches au perso. Oui, complètement. Voilà. Et sinon, un autre manga, c'est Grand Blue. Je sais pas si tu connais. Ça sort. C'est avec ceux qui font de la plongée? Ouais. Okay. À la base, c'est le principe. En fait, c'est le prétexte même. Ok, j'ai lu que le premier chapitre. C'est censé être un truc de plongée, mais en fait, ils se passent plus leur temps à faire des beuveries, à faire la fête, à faire les cons. Et c'est un humour qui est, honnêtement, je pense que c'est le manga pour moi, c'est le manga le plus drôle du moment. Ah ouais? C'est à mourir de rire. La traduction française, elle est fabuleuse parce que ça te retranscrit les dialogues. C'est vachement basé sur les dialogues et ça marche super bien. Et ce que j'aime, c'est que justement, quand les persos, ils finissent par faire de la plongée, ça arrive des fois. Là, ça devient hyper sérieux. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont totalement décalés et tout, crétins et tout, mais qui ont conscience quand même qu'ils aiment vraiment il y a pas de moquerie sur la partie plongée. Ouais. Ils sont vraiment au premier degré, ils aiment ça. Et ils le disent, c'est sérieux, il faut être safe, la sécurité et tout, machin. Après, quand ils sortent, ils font la teuf, ils font les crétins, mais voilà. Mais en termes d'humour, moi, ça me fait hurler de rire. C'est un humour très particulier, c'est un humour par l'absurde. Moi, ça me fait rire. Voilà. Ouais, très bien, je prends. Et finalement, une dernière question, qui a un conseil que tu aimerais partager, ça peut être un conseil de ce que tu veux. De vie, de mangaka, Alors un conseil, moi comme tu l'as compris, en dehors du boulot, je sais pas trop quoi, mais seulement le boulot, c'est ce que j'ai dit au début, et je vais finir sur comment j'ai commencé, c'est qu'il faut pas se fermer de porte. Faut rester ouvert, faut rester souple dans sa carrière. Si un éditeur propose un projet, faut pas forcément dire non direct parce que c'est pas ce qu'on veut faire. Si on propose un projet à un éditeur qui dit non, ça me correspond pas, faut lui dire ok, qu'est-ce qui te correspondrait, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà, faut s'adapter, faut savoir s'adapter. Parce que si on aime ce métier, voilà, enfin faut vraiment le faire tous les jours. Moi, je préfère faire ça et travailler sur des licences comme foot de rue plutôt que je sais pas, à côté avoir un boulot dans un bureau où je me ferais chier. Je dis pas qu'il y a pas de honte à faire ce genre de métier, mais voilà, moi je préfère dessiner chez moi. J'ai cette chance-là qui est quand même un truc de fou. J'ai rencontré, je connais des gens qui disent, je préfère faire un boulot, genre, je sais pas, être caissier à Super U, pour à côté faire mon projet, mon truc à moi et tout. Je dis ouais, mais tu vois, ce que je disais. Mais ouais, mais moi j'ai fait foot de rue qui est pas ma création, et à côté j'ai pu faire mes projets. J'ai pu faire Sunday School, j'ai pu faire Roll Queer, voilà. Donc ouais, mon conseil c'est ça, faut savoir s'adapter, être souple et laisser les portes ouvertes. Ouais, laisser les portes ouvertes et ne pas oublier que le monde est petit. Le monde est petit. Ah trop bien, merci beaucoup Philippe. Merci à toi. On parle beaucoup avec Flo. Désolé. Non mais c'était une journée hyper agréable, donc merci beaucoup. Merci à toi vraiment.